Alors, le NSSMAL a le plaisir d'accueillir dans le cadre de l'organisation de la conférence internationale sur l'économie bleue, Blue Solution 2022, Monsieur Matteo Bocci, qui nous est venu d'Italie et qui va présenter une conférence. C'est un expert international au niveau de l'Union européenne, expert au niveau de l'économie bleue. Monsieur Matteo Bocci, merci d'être venu. À vous la parole. Merci Madame la Présidente. Merci Alain Smahal. Bonjour à tous et toutes. Ça sent bien? Oui, en fait, je viens d'Italie, mais je retourne à Bruxelles car j'habite en Belgique. Je travaille dans le team central, le groupe central de coordination de l'initiative WestMed. C'est un réseau des pays Portugal, Espagne, France, Italie, Malte, Libye, Tunisie, Algérie, Maroc et Mauritanie qui on travaille ensemble à niveau politique, de policy et technique, de coopération de projets dans le cadre de l'économie bleue sustentable. Donc, je vais introduire un peu plus tard l'initiative. Je comprends que bon, c'est une réunion très importante, mais aussi très amicale. C'est l'espace plus informel pour moi pour présenter un peu des points de vue de qu'est-ce qui se passe au niveau européen sur la promotion de l'économie sustentable. J'essaie de prendre un point de vue business économique, mais pour montrer la centralité de la recherche et l'innovation dans ce côté-là. Alors, et en plus, désolé, la présentation c'est anglais. J'ai fait un effort de parler français. Mon français, ça va, mais bon, merci. Hein. On reste un point informel aussi pour ça. J'ai deux parties de la présentation. Maintenant, c'est que la première, et vraiment de voir un peu qu'est-ce qui sont les approches, les conseils en Europe, mais dans la Méditerranée, pour soutenir l'économie bleue, et aussi qu'est-ce qui sont les lignes de financement dans ces côtés pour vous aussi, pour l'utiliser. Je sais déjà que vous l'utilisez beaucoup, mais bon, c'est jamais suffisant de le répéter. OK, ça, c'est un peu le bout stratégique que je me reconnecte à la présentation impeccable de collègue Samir et Metz. Les points de partance, les points stratégiques, c'est vraiment la circularité et la sustentabilité. Samir, il avait mentionné, je ne vois pas vous avec ça. Ok, c'est mieux comme ça. Samir, il avait mentionné, je me pose un peu comme ça aussi. Il avait mentionné des variables pour travailler vers l'innovation. Je crois que les trois variables vraiment indépendantes, on dirait un terme statisticien, un terme économique. Donc les clés, vraiment les clés pour identifier les solutions à les challenges que Samir a mentionné, sont vraiment la recherche, innovation et compétences. Donc ici, c'est vraiment le bout de la discussion, parce que c'est, comme Samir il a excellemment démontré, c'est à travers la recherche, l'innovation et de business, de technologie, de compétences, qui c'est possible d'adresser les challenges pour une économie circulaire, sustentable, mais aussi productive, aussi qui a des valeurs ajoutées à niveau local et économique, qui va créer de travail et des opportunités d'emploi pour vous et les autres. Et c'est vraiment ça la challenge. Ce n'est pas facile du tout, mais c'est pour ça que vous travaillez, je crois. Non? Donc ça, c'est un peu l'approche que je vais pousser. Et l'autre, on parlait des connexions networking. Je prends encore une fois le point de vue un peu business, mais dans les côtés européens, maintenant, c'est vraiment ça la challenge à adresser. Comment soutenir le dialogue et la coopération entre trois animaux, si vous voulez, qui ont des synergies, mais ils sont aussi très différents, comme les investisseurs, surtout aussi les investisseurs privés, comme la politique, le gouvernement et les institutions, et les business. Et je reviens à la recherche tout de suite. Donc, c'est clair que les investisseurs, je parle d'investisseurs, on l'appelle impact investor, donc les investisseurs qui sont intéressés à investir sous des retours sustentables financièrement, bien sûr, mais aussi pour la protection d'écosystèmes et pour la valeur ajoutée économique et sociale. Et ils sont très intéressés, mais ils n'ont pas vraiment le temps et la capacité de comprendre qu'est-ce qu'il passe à niveau local, à niveau économique, où c'est l'innovation,
ils sont intéressés à d'avoir déjà un niveau très avancé d'innovation pour investir. Donc là, ils ont des nécessités, mais aussi sont des faiblesses. Les niveaux administratifs, ben, vous savez bien, il y a un grand intérêt à pousser pour le côté économique et le développement. Il y a un intérêt de plus en plus important pour la soutenabilité, mais aussi il y a un point de distance à niveau de qu'est-ce que c'est la science, qu'est-ce que c'est la recherche et qu'est-ce qui sont les nécessités à niveau business. Et bon, les business, ils cherchent l'argent pour faire leur truc en façon sustentable, mais je parle d'Italie, hein, de l'Europe, même l'Italie. Ils n'ont pas vraiment, surtout s'ils sont petits, très petites entreprises, où l'innovation, c'est le bout de ce qu'ils font, ils n'ont pas vraiment la capacité d'engager avec les investisseurs, de comprendre comment trouver l'argent. Donc, il y a un style, une situation que c'est potentiellement win-win-win, mais ça ne marche pas comment chaque acteur est volé. Un mécanisme qui ça marche, si c'est bien joué, on peut parler beaucoup de ça, mais bon, je reste bref. C'est cela des clusters maritimes. Des clusters maritimes comme un sujet, un broker, une organisation qui ne s'est pas nécessairement imposé par la partie politique, parce que ça rend très, très lourd, très compliqué l'activité, mais c'est un acteur qui comprend, il est capable lui ou elle, eux, sont capables de dialoguer avec chacun de ces trois acteurs, qui c'est pas vraiment simple, c'est une compétence à développer. Ils sont capables d'engager avec l'investisseur, ils sont capables de dialoguer avec la politique, ils sont capables de parler avec le business. Mais de quoi? D'innovation et recherche. Ils ne sont pas, le cluster, typiquement, ce n'est pas un mécanisme de recherche, ils sont des acteurs qui comprennent les nécessités d'innovation et ils sont capables ils sont des brokers, de prendre tout vous dans une chambre et peut-être encore plus des acteurs privés, plus investisseurs et trouver une valeur commune pour travailler ensemble. Et il faut ce n'est pas vraiment au niveau très politique, sinon ça devient complexe pour la nature de la politique. Il ne faut pas qu'ils sont que des business parce qu'il faut avoir aussi une vision de policy très longtemps. Mais ça, c'est un sujet qui, ça marche. Je retombe sur ça plus tard. C'est intéressant. L'autre partie, et c'est intéressant parce que vous avez déjà des bonnes pratiques ici, c'est la partie de accélération et innovation des business. Donc, quand on a compris qu'est-ce que sont les potentiels de recherche et innovation pour chaque secteur de l'économie bleue, et c'est un processus continu, comme vous savez bien. Bon, il faut l'accélérer, il faut prendre cette innovation à un niveau et la soutenir à un niveau technologique, à un niveau de marché qui peut être utilisé économiquement faisable pour les business. Et ça, c'est un rôle important de l'accélérateur et l'incubateur. Vous avez plusieurs nouveaux incubateurs, accélérateurs dans chacun secteur. Et donc, peut-être, c'est une opportunité pour la GRI de travailler avec eux pour voir comment activer un cluster maritime pour soutenir ce dialogue. Donc, les clusters, comme je disais, c'est un trend qui marche très bien au niveau européen. En fait, le côté, moi, je prends le focus sur la Méditerranée, mais la plupart des clusters en Europe, ils sont des clusters régionaux, donc à niveau subnational, surtout sur les pays de l'ouest de l'Europe, surtout l'Espagne et l'Italie, la France, vous connaissez bien. Et les rôles de cet acteur, c'est de plus en plus important comme soutien à l'innovation sustainable. Comme vous voyez, à niveau sud et à niveau ouest, l'expérience est très limitée. Ça qui est intéressant, c'est que le sud-ouest, il y a un peu plus d'activités. Je sais que vous avez aussi des expériences très spécifiques de ces activités. Et nous, comme Westmed, comme activité Westmed, il y a plus qu'un an qu'on soutient en coopération régionale à niveau des bassins méditerranéens entre les clusters pour gérer, pour mettre en facteur commun les chaînes de valeur du secteur de l'économie bleue à travers tous les Méditerranées. Et c'est un processus qui est très intéressant.
Et l'idée est un peu, c'est un peu comme ça. Il y a plus que ça. Il y a la France, il y a l'Espagne, mais pour vous donner une idée, chacun pays, il est en train de développer ou a un certain niveau de financement dédié en fonds bleus sustentables pour financer l'innovation. Certains, ils sont plus focalisés, certains autres moins, mais bon, ça, c'est un processus. On a engagé avec le cluster, que c'est le niveau là, de logo, le cluster de chaque pays, parce qu'ils sont engagés dans chaque pays avec les investissements dédiés, dans les financements dédiés, mais aussi ils sont des sujets qui font networking entre eux. Et comme ça, l'idée vraiment, c'est de gérer presque une plateforme d'accélération et innovation de l'économie sustentable à niveau méditerranéen. Mais aussi l'ambition, c'est d'avoir une plateforme pour les investisseurs régionaux et internationaux, pour avoir un dialogue avec cette association des clusters, et comme ça comprendre où c'est mieux pour eux de faire des investissements, quelles sont les usines, les technologies qui ont plus de potentiel dans chaque pays, et comment avoir des retours financiers sustentables. Et ça, c'est une infrastructure un peu ambitieuse, ça marche, c'est un processus step by step, on dit en anglais, mais c'est quelque chose que je voulais proposer à vous parce que c'est intéressant même à niveau national de réfléchir sur ça, et pour connecter les discussions à haut niveau et à long terme d'ambition politique, si vous voulez, et les dynamiques à niveau local de nécessité de financement, peut-être très petits financements pour les usines, pour les centres de recherche, de travailler ensemble et développer des technologies et de nouveaux business. Un autre conseil que je voulais poser, c'est un peu complexe peut-être, mais c'est intéressant, c'est les soutiens à niveau européen de stratégies, on l'appelle Smart Strategy. Donc, c'est des stratégies à niveau territorial. Normalement, elles sont à niveau régional, donc subnational, où les acteurs publics, recherche et business, et investisseurs, si possible, ils ont un dialogue, les triple ou quadruple helix, comme vous connaissez bien, mais pour identifier qu'est-ce qui sont les chaînes de valeur plus stratégiques, qu'est-ce qui sont les nécessités d'innovation, et où identifier... comment les soutenir à niveau public, à niveau privé, pour avoir une innovation continue. Et il l'appelle le Smart Specialization Strategy, donc c'est dit, OK, c'est quelle valeur ajoutée de notre région, notre espace local, et comment on peut travailler ensemble pour financer l'innovation là-bas. Une autre chose intéressante, et ça, bon, c'est pas trop intuitif, mais je voulais la présenter en tout cas, il y a de plus en plus de financements des soutiens à niveau européen, même pour les pays d'outre-mer, on dirait, même pour la Nord-Afrique et l'Est, les mers Noires. La mer Noire, c'est un peu compliqué aujourd'hui, mais bon. Soutiennent à la création des financements locaux privés. Donc, c'est ça qui est en anglais, je ne sais pas le mot en français, mais en anglais, le mot c'est guarantees. Donc, la Commission, ils donnent des garanties pour des financements privés, pour ajouter des financements chez eux et investir dans les priorités sustentables de chacun terroir et de chacun pays. Je l'ai mis parce que là-bas où il y a les triangles bleus, c'est là, bon, c'est tous les pays du sud et est de vicinat de l'Europe. Mais là, c'est le Open Architecture, c'est vraiment des calls qui vont être lancés, je crois, l'année prochaine, dans les pays du sud de Méditerranée, dans l'Algérie, je me dis, globalement. Et c'est possible de répondre à un niveau des pays de vicinat pour proposer des intermédiations de financement. Donc, il y a de l'argent européen pour faire ça. Il faut peut-être d'ici l'année prochaine trouver une façon pour créer cette communication entre le secteur privé, la recherche et les acteurs publics.
une autre chose, et j'ai presque terminé, je crois, une autre chose que c'est très intéressant de savoir, c'est là que l'Union européenne il appelle les missions EU. Et c'est dans ces côtés-là, c'est vraiment focalisé à niveau de recherche et innovation. Ils sont des initiatives, ils sont des financements qui ont été lancés. Peut-être il y aura encore dans l'année prochaine pour identifier, pour un processus inclusif, un peu comme c'est là que j'ai mentionné jusqu'à maintenant, pour identifier les applications, les solutions, les business, les startups plus innovatives qu'il faut financer pour adresser les problèmes de pollution, la protection de l'écosystème maritime et le soutien à l'économie bleue, circulaire et carbone neutre. Donc il y a tous un bouquet des actions à niveau européen. Il y a des financements que je vous montre. Beaucoup ils sont au niveau européen, clairement, mais il y a de plus en plus l'option pour les pays qui sont partenaires de joindre de s'unir à les consortiums de projets comme partenaires, nécessairement pas avec un budget pour les actions, mais avec un budget pour soutenir les voyages et tout ça. Mais il y a aussi des projets et des financements dédiés. Avant de dire ça, je voulais vraiment vitement, vous savez mieux que moi, et Samir, il a fait un bon résumé de tout ça. Mais il y a vraiment beaucoup d'actions où la recherche et l'innovation, c'est essentiel pour le business sustentable. Il y a des soutiens, comme vous savez, à niveau des data, dans le monitoring, l'analyse d'impact, c'est tout un côté où la recherche est essentielle. Il y a tous les côtés devices, donc les drones, le mécanisme, le système IT. Et ça, c'est tout un autre secteur stratégique pour le business sustentable. Il y a le skill, les compétences, la littératie, donc l'engagement avec les jeunes, la création des summer schools techniques. Et tout ça, c'est vraiment essentiel. Il y a tous les côtés d'accélération et incubation des technologies qui ne sont pas prêtes à la commercialisation, mais c'est nécessaire de faire plus de recherche, de transférer des pilotes, des business case pour tester ça. Ça, c'est essentiel. Ça que je vous souvent, surtout sur certaines entreprises comme l'aquaculture offshore, certaines niches très innovatives, qui sont vraiment basées sur la recherche toujours. Et il y a beaucoup de chercheurs qui deviennent businessmen parce qu'ils disent, bon, je l'aime, je sais, je le fasse, je fais ma recherche appliquée dans mon business et ça marche. C'est compliqué, mais c'est un tendance que je vois de plus en plus. Et il y a toutes les activités comme celle-là que Samir il a un peu résumé, des soutiens à les scénarios pour les policymakers, pour les économies, pour l'analyse des tendances à long terme et court terme. Il y a toute l'analyse sur la base de laquelle c'est possible de faire le planning, donc le zoning, analyse, update. Et en plus, il y a toute l'approche de l'open innovation, donc comment créer vraiment un système que c'est ouvert et d'interaction entre la recherche, l'innovation, le business et tout ça. Et la dernière que j'ai mis, c'est peut-être la première, c'est l'acceptance, c'est la awareness, c'est la communication. À niveau européen, c'est plutôt au niveau des consommateurs. Peut-être ici, c'est aussi, mais aussi en Europe, c'est au niveau de l'industrie. Parce que parfois, l'industrie, ils comprennent vraiment, surtout les petites entreprises, ils ne comprennent pas vraiment qu'est-ce qui sont les potentiels, qu'est-ce qu'il y a déjà, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Et ça, c'est une action, c'est une action que la science et la recherche, votre organisation, sur laquelle il peut jouer un rôle clé de sensibilisation et des compétences et des compréhensions. OK, presque terminé. Il y a différents financements qui ne sont pas nécessairement que des recherches. En grande partie des financements européens, ils sont pour la coopération, pour le
transfert, je ne sais pas comment dire en français, la capitalisation des technologies, des expériences, tout ça. Bon, il y a des projets qui sont à niveau européen, Méditerranée européenne, mais sur lesquels, comme je disais, tous les partenaires au sud de l'Europe, il peut être associé, donc il peut contribuer à les projets. Il y a des lignes dédiées à la coopération entre le sud de la Méditerranée et avec le nord aussi. Donc dans cette ligne-là, par exemple, je crois que vous êtes nouveau parce qu'on a poussé beaucoup dans les derniers mois et années pour avoir l'Algérie dans ce programme. Donc maintenant, vous pouvez même être le leader de certaines idées de projets en partenariat avec les autres partenaires du sud de la Méditerranée et même du nord. Il y a des programmes dédiés à la Méditerranée occidentale où on a des calls, donc on a des propositions à partir de la Commission européenne pour des partenariats qui sont vraiment nord et sud dans le West Med. Il y a des activités que vous connaissez bien, je crois, qui sont très focalisées sur la recherche et l'innovation à niveau européen, mais aussi méditerranéen. Donc, ce n'est pas que l'Espagne et le Maroc, clairement. C'est vertical parce que c'est partout la Méditerranée. Il y a même des programmes pour échange des compétences entre Nord et Sud. Je vois que vous le connaissez. Et après, il y a des programmes de recherche très spécifiques. GPI Ocean sur la recherche maritime, Prima sur le food, farming, etc. Il y a vraiment beaucoup, il y a ces programmes de Ndici, c'est un nom pas trop simple à mémoriser, mais c'est vraiment la base aussi de la coopération bilatérale entre l'Europe et l'Algérie, par exemple. Et parce que, car vous avez déjà une stratégie d'économie bleue dans ces pays, j'imagine que le gouvernement il va développer cette filon d'activité dans la coopération avec l'Europe. Et bon, il y a des soutiens avec la Banque mondiale et il y a beaucoup d'autres. Et bon, je ne fais pas la liste complète, ce n'est pas intéressant. Mais pour vous donner un overview de ce qu'il y a. Ça, qui nous on fait avec l'initiative WestMed et l'assistance technique, avec Samir Primes et Samir Bachouch ici en Algérie, mais il y a des collègues dans chacun des pays de la Méditerranée occidentale. On organise des conférences similaires à la vôtre, on organise des soutiens à projets, on met en communication des partenaires dans chaque pays, on va partager des idées d'initiatives de projets, je vais parler de ça après la lunch break. Et donc vous pouvez exploiter votre collègue les deux Samir pour vraiment avoir accès à un network de coopération dans la Méditerranée. Nous, on fait un screening de l'opportunité de financement. On va soutenir le matchmaking, donc les partenariats à chacun niveau entre les stakeholders de chaque pays. Et on va soutenir la proposition de projets qui ont à niveau stratégique, donc certaines activités qui sont identifiées comme très relevantes pour la région. Sur cette activité, nous allons soutenir le dialogue avec des groupes techniques régionaux et développer des idées concrètes ensemble avec les partenaires de chaque pays. Bon, ici, il y a des illustrations des projets. Il y a le projet Horizon 2020 qui sont plusieurs millions, 6, 8 millions. Donc, c'est un grand projet. C'est très ambitieux. Il y a l'opportunité pour tous les pays de s'engager à ça, mais il faut avoir un lead très, très, très fort et très responsable, clairement. Il y a des projets un peu plus petits, mais encore très importants, à niveau de 900 000 à 1 million d'euros. Et ça, par exemple, cet ici était un projet de discussion et dans les côtés de partage d'expérience et opportunités d'innovation, à niveau de New Technology Tools and Strategy pour l'aquaculture sustentable. Donc là, c'est un projet déjà de 9 millions à niveau méditerranéen qu'on a soutenu pour faire exactement ça qu'on disait, que je disais avant.
Cet ici, c'est un peu plus petit, c'est intéressant, c'est un petit projet, pas trop petit, mais de testing de drones sous-marines pour le monitoring écologique et ambiental, mais aussi pour les submersions à distance remote. Donc, ils ont développé une application pour se connecter à un drone partout dans le monde. Et tu peux faire de visiter l'écosystème maritime chez toi, ou si tu as des habilités, tu peux avoir accès à ça. C'est intéressant puisqu'on fait des pilotes, et un pilote était avec des étudiants primaires, je crois, dans une ville en Italie, je crois, qui n'est pas sur la mer, et ils ont piloté les drones dans la mer de la Méditerranée. Il était très excitant pour eux. C'est intéressant puisqu'ils ont eu la perception de la potentialité de la technologie, mais ont aussi été exposés à la complexité de l'écosystème. Donc, il y a beaucoup d'opportunités. Et c'est ici, je crois que vous êtes engagé dans ça, et c'est un soutien à l'arrêt maritime protégé, la coopération et l'innovation. C'est des exemples, il y a beaucoup de ça, il y a un moyen pour le faire. Il faut s'organiser à niveau de chaque pays et chaque territoire pour vraiment engager tous les parties prenantes plus importants. Je me ferme ici, je crois. Et vous voulez aller à dîner peut-être? Je laisse la parole. Je ne sais pas vraiment à qui, Samir ou... Oui. Bon, merci beaucoup. Merci Mathéo. On a probablement le temps pour d'autres petites questions. En tout cas, le débat aura lieu l'après-midi. Il y aura deux panels. Un premier panel qui sera dédié à la question l'utilisation des données scientifiques pour soutenir le développement de l'économie bleue. Donc, on a un panel d'experts et de représentants institutionnels. Donc, on va leur demander, soit les experts, de la perspective des scientifiques et des experts, quelle est la vision et l'approche qu'il faut ici, mais également de la perspective des institutions, qu'est-ce qu'elles attendent du secteur producteur de connaissances et de savoir pour soutenir la base scientifique nécessaire à l'économie bleue. Le deuxième panel, nous allons inviter un certain nombre d'organisations onusiennes, les agences de coopération en Algérie, et on va leur poser la question, d'abord, comment ils sont en train de faire l'ingénierie de la coopération, notamment sur des questions d'économie bleue, développement durable de manière générale, mais aussi la perspective d'un certain nombre de secteurs, comment ils attendent aussi l'apport de cette coopération internationale. Donc, toutes ces questions seront discutées cet après-midi, mais on a la possibilité de prendre deux questions pour Mathéo et éventuellement pour moi s'il y a une ou deux questions sur lesquelles on peut répondre tout de suite. Monsieur Boumaté. Merci. On parle d'un marché de 3 trillions de dollars généré par les économies bleu azur, je dirais. Est-ce que cela est juste? Et en termes de benchmark, pour comparer le marché futur potentiel de l'Algérie, quel est le rule of thumb, hein, et quel est le bénéfice à avoir pour un investisseur de pouvoir avoir du retour sur son investissement dans ce cadre particulièrement? Merci. Je sais. La référence à 3 millions est, je ne sais pas, étaient les projets, les valeurs de projet à 3 millions. Donc c'est clair que vous disiez qu'on l'a... Ah, ça peut-être, ouais, là c'était pour toi. La deuxième partie, c'était pour les avantages de l'investisseur. L'avantage pour l'investisseur, c'est le retour financier. Non? Ça, c'est clair. Donc, il faut démontrer que les investissements dans l'économie bleue, ils ont des retours financiers significatifs pour l'investisseur pour faire ça. Il y a deux risques. Non? C'est l'aspect essentiel des investissements. Les investisseurs, ils ont la tendance légitime à donner son argent où il y a le mineur niveau de risque possible. C'est tout nous. Si on va prêter quelque chose, je voudrais qu'il retourne. Et c'est ça que l'Europe il est en train de plus en plus de faire. Ils vont à donner en garantie, donc ils vont donner la certitude de retour des investissements à un certain niveau pour couvrir les risques. Donc c'est ça un peu en bref. À un niveau de long terme, c'est un marché, je laisse la parole à Samir, c'est lié
à la relevance de l'économie bleue au niveau mondial. Donc, si l'économie bleue et l'innovation sustentable, il va devenir concret, il y a un potentiel énorme des investissements et des retours. Donc, à ce moment-là, c'est encore en phase un peu de pioneering, c'est en phase initiale. Mais il y a de plus en plus des investisseurs qui sont vraiment engagés dans ce côté-là. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais... Je vais essayer de répondre à la première question. En fait, les scénarios qui ont été faits pour les bénéfices financiers qui sont liés au développement de l'économie bleue en Algérie, il y a deux seuils qui ont été identifiés. 2,5 milliards de dollars et 8 milliards de dollars annuellement. Vous allez me dire que la fourchette est très importante, mais je vais vous expliquer pourquoi. Dans les bénéfices financiers, vous avez trois catégories de bénéfices. Donc, la richesse créée, donc un produit qui est mis sur le marché ou un service qui est mis sur le marché et qui génère une dépense énergétique, une dépense financière qui sera comptabilisée comme une dépense économie bleue ou une recette économie bleue. Ça, c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, c'est toutes les dépenses qui sont évitées au trésor public ou même au privé. En d'autres termes, par exemple, aujourd'hui, quand vous avez une dégradation de la qualité du milieu, vous êtes tenu, par exemple, d'injecter un financement pour les stations d'épuration ou pour des systèmes d'assainissement pour justement prévenir Donc, toute cette dépense-là, c'est une dépense économie bleue et qui va être évitée au trésor public ou même à certains acteurs économiques parce qu'ils décident d'avoir une microstation de traitement des eaux usées industrielles, par exemple. Et la troisième, et c'est celle-là qui est la plus importante, je prendrai un exemple, puisque vous venez du milieu de la sphère portuaire, je prendrai l'exemple du transport maritime. L'Algérie dépense annuellement, en termes de, si vous voulez, de location de moyens de transport maritime, entre 4,5 milliards de dollars. Il y a eu des années où on a dépensé l'équivalent de 5 milliards de dollars. Sachant que 98% du fret se fait par un pavillon étranger. En d'autres termes, sur 20 ans, nous avons dépensé à peu près 90 milliards de dollars qu'on a donnés à des compagnies étrangères pour nous transporter des marchandises ou pour nous exporter certaines catégories de marchandises. Et si on se pose la question, si on avait investi pendant 10 ans ou 15 ans ou 20 ans, si on avait investi pour réduire la dépendance du pavillon étranger, on aurait peut-être, je dis n'importe quoi, par exemple, économiser 50% de cette enveloppe sur les 20 ou 25 dernières années. Donc cette troisième catégorie, c'est là où la niche, elle est très importante. Après, il y a l'autre niche, toutes les activités qui existent et qui peuvent générer des activités nouvelles, surtout dans les services. Alors dans l'économie bleue, c'est la chaîne de valeur. Vous savez très bien, M. Boumaté, c'est la chaîne de valeur. Quand vous avez, par exemple, 1 kilo de poisson qui est pêché, par exemple, à Zmori, ce kilo de poisson peut aller dans la poissonnerie, il a un coût. Il peut aller dans l'aquaculture, il a un autre coût, comme aliment pour le développement de l'aquaculture. Mais il peut aller pour la transformation. Parfois, le coût du produit transformé peut atteindre 12-13 fois le coût du produit vendu à l'état brut. C'est comme le corail, par exemple. C'est pour ça que les pouvoirs publics, et le ministère de la Pêche en particulier, chargé de la pêche, avaient décidé de réglementer justement l'exploitation, enfin la commercialisation du... Donc, en d'autres termes, mais pour cela, il faut des conditions. Donc, on peut être à 2,5 milliards de dollars annuellement, comme on peut être à 8 milliards de dollars annuellement. Les 8 milliards de dollars dépendent de toute une série de questions. Si on imagine, par exemple, que ne serait-ce que la mise en œuvre, par exemple, du port de l'Hamdaniya, en tant que hub entre l'Europe et un certain nombre des pays du Sahel. Bon, on considère qu'il y a 7 pays du Sahel qui pourraient être reliés au hub d'Al-Hamdaniya. Donc, tous les services qui sont à terre, inland, qui ne sont pas en mer, qui ne sont pas offshore, et qui ne sont même pas dans les ports, tous ces services sont des services économie bleue. Donc, ce chiffre qui a été avancé, c'est un chiffre qui est tout à fait objectif, qui est tout à fait réalisable, mais pour cela, il faut toute une série de conditions qui ne sont pas réunies aujourd'hui, malheureusement. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci. Oui. Une dernière question pour la route, enfin pour le repas. Madame Roule, ex-cadre au ministère de la Pêche et des Productions halieutiques. Bonjour à tous, une troisième fois. Ma question concernera beaucoup plus la coopération dans le domaine de recherche et innovation
qui est au service de l'économie bleue, qui est la thématique de notre conférence d'aujourd'hui. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier l'école pour l'organisation de cet événement qui est très important sur le sujet qui est l'économie bleue, et qu'on souhaiterait que les autres secteurs fassent de même, parce que à ce jour, il n'y a que le ministère de la Pêche et le ministère de l'Enseignement supérieur qui prennent vraiment en charge ce dossier-là. Donc, je reviens à ma question, c'est par rapport à l'initiative BlueMed. C'est une initiative qui a été ouverte pour les pays du Sud il y a quelques années de ça. Et je pense que c'est l'ESMAL qui assure le point focal de cette initiative. Je souhaiterais connaître quelles seraient les perspectives justement de cette initiative pour justement appuyer le développement de l'économie bleue pour les pays du Sud. Et je vous remercie. Je vous remercie, Madame Roule, pour cette question. En fait, l'initiative BlueMed est arrivée à la fin de sa première phase. Le premier objectif, c'était de construire une stratégie méditerranéenne de la recherche et de l'innovation horizon 2025-2030. Ce travail a été finalisé à Barcelone, je crois qu'il y a 2 ans. Le document a été approuvé. Aujourd'hui, parce que c'est un projet qui a été financé par l'UPM. Donc l'UPM, l'Union pour la Méditerranée, mais il y a aussi des financements de l'Union européenne. Voilà, Union européenne, UPM. Et donc aujourd'hui, la Méditerranée ou l'espace euro-méditerranéen dispose d'une stratégie de recherche et d'innovation collective sur des sujets prioritaires qui ont été validés par les pays en fonction de leurs spécificités, en fonction d'un certain nombre de questions. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans la phase recherche de financement pour la mise en œuvre de la stratégie qu'on appelle la SRIA. Voilà, c'est l'information que j'ai. On en a parlé il y a une semaine de ce sujet-là. Il n'y a pas encore une visibilité sur le financement, et je pense il y a les appels qui ont été lancés par les derniers appels des financements européens du voisinage, et je pense que ces appels ont été construits notamment sur les priorités qui ont été identifiées dans la stratégie BlueMed pour la recherche et l'innovation. Oui, non, je sais que certainement la EU Mission pour la Méditerranée, il était basé sur les priorités de BlueMed. Et je sais aussi que, bon, à partir de l'année prochaine, la fin de cette année, il y aura un nouveau appel pour l'assistance technique de WestMed. Et une des clauses, c'est vraiment de travailler plus ensemble, jointe à la BlueMed Initiative, pour pouvoir trouver ensemble et une façon de pousser les priorités. Voilà, donc je pense que vous avez déjà lancé le débat, Madame Roule, qui sera, j'espère, passionnant cet après-midi avec les différents panélistes. Nous vous invitons à rejoindre l'espace spatiaux où un repas vous attend. Nous avons à peu près 1 heure, s'il vous plaît, si on peut être ici à 2h15 pour engager nos travaux de l'après-midi. Merci.